Bonjour, vous connaissez la chanson évidemment. One, two, three, viva les comics. Je suis toujours Inglorious Berserker, Deviant Prod avec moi et Spider-Man. Et moi ça va toujours. Comment allez-vous les gars? Pour parler et rendre hommage à l'un des grands auteurs. Du coup, Melvin, Spider-Man, en fait, t'es un clone de Spider-Mat? Vous êtes une famille de Spider... D'accord. C'est drôle parce que mon frère s'appelle Matt, enfin Matthew, mais d'accord. Matt, donc Spider-Man t'es tombé pile sur le possible. La vie est bien faite, c'est magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, ouais, Spider-Man, qui est le compagnon de live de Jay, des rubriques de Jay. Ah, Deviant, ton petit instant promo, si tu veux, et ainsi de suite. Et ben alors, Deviant Prod, j'ai ma chaîne, je fais plein de vidéos sur plein de trucs. Alors, tu vois, c'est ma vidéo à chaque comics, par contre, qui grimpe. Tu vois. Vraiment, les vidéos où tu te fais le moins chier, c'est celles qui font les meilleurs scores. Ah, mais non, celle sur toute l'histoire de Super Iron Man marche quand même mieux. Et celle-là, je m'étais un peu emmerdé, donc ça va, se fait plaisir. Donc voilà, plein de vidéos sur plein de trucs. Là, prochainement, je serai sur la chaîne Actu Ciné, après tous les vendredis pour des reviews sur la série Obi-Wan Kenobi. Il y aura aussi des reviews sur ma chaîne, avec reviews, easter egg, analyse, théorie, tout ce qu'on aime bien faire. Et puis voilà, donc chaîne qui traite de comics, surtout, de pop culture en général, de Marvel, de DC, de Star Wars et des autres choses dont j'aurais envie de traiter parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux. Et voilà, tous les dimanches en live. Et tous les dimanches en live, les dimanches des Déviants, des 20h30, tous les dimanches, histoire de bien finir la semaine tranquille avec tout le monde, à discuter tous ensemble des actus qui nous ont intéressés ou fait marrer pendant la semaine. Et du coup, la roue du carrosse, fini le trio. Non, c'est un carrosse à une roue. On va pas aller loin, les gars. Pas de promo, moi tout ce que je fais c'est lire. Ce qui est très bien aussi. Et faire des best-of aussi, c'est important. C'est important. Et faire des best-of et bosser sur le comics de Cyril Geekology. J'ai plein de trucs en parallèle. On avait vu déjà, ça avait l'air bien sympa en tout cas. Ah là, il y a du lourd qui arrive. Honnêtement, il y a du lourd. Cool. Et donc, avec nous pour parler de Georges Pérez pendant une belle petite heure, pour cet hommage, nul autre que Os Comics. Bien le bonsoir, salut le chat, salut tout le monde. Salut les collègues. Comment il va, Oz? Bon, à part son dos, du coup, qui n'est pas au top. Le dos flingué, donc je suis alité. Enfin, alité. Je suis allongé, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis la cam. Mais c'est ça de porter le comic books game sur ton dos, comme ça. donc voilà, bah écoutez, ça va très bien. Enfin, à part ça. Bah plutôt pas mal, alors, sauf qu'en ce moment je dois lire ça, je crois que je suis en train de lire 50 trucs, de mater des trucs en même temps, j'en peux plus. Vu que je prépare tout en même temps, je me suis lu 3 runs de She-Hulk en même temps. En même temps, je me remate des Clone Wars. En même temps, je me suis maté du New Teen Titans, d'autres trucs, un peu d'Infinity Gauntlet. Enfin, c'est cool, il y a pire. On va pas se plaindre. C'est clair. Tu vas me donner ton adresse, on va t'envoyer un petit agenda. C'est ce que je disais tout à l'heure à Dylan, justement. Il me fallait un petit agenda, en fait. Parce que vraiment, en plus, niveau organisation, si tu veux, je suis au niveau de, je sais pas, du marcassin, tu vois. Donc, comme vous savez, spectateurs, ou en tout cas que vous l'apprendriez maintenant, toujours le point rétrospectif par Deviant, et puis on revient tous un peu. De quoi vas-tu nous parler? En quelle année on est? Qui est le monsieur derrière le nom, la personne de Georges Pérez? De quoi il va nous parler, Deviant? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Georges Pérez, le grand Georges Pérez. Artiste très connu, mais pas que artiste, auteur aussi, il faut pas l'oublier quand même. On parle beaucoup de lui en tant qu'artiste, mais c'est aussi un auteur. Et ce monsieur est né le 9 juin 1954 dans le Bronx, dans le sud du Bronx même, de parents portoricains d'ailleurs, qui se rencontrent à New York. Et du coup, la toute première implication de Monsieur Pérez dans l'industrie des comics a été en tant qu'assistant de l'artiste Rich Buckler en 1973. Et il a fait ses débuts professionnels dans effets spéciaux, dans Astonishing Tales 25. En fait, il a dessiné juste une petite histoire en 2 pages. Donc le héros du comics, c'est Deathlock, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Mais en fait, voilà, c'est ces 2 petites pages-là qu'a dessiné Georges Pérez. C'est deux petites pages de satire en fait. Et donc ça c'est 73, c'est vraiment sa première implication dans
dans le milieu des comics. Il devient assez vite un habitué de Marvel. Il dessine une série qui s'appelle Sons of the Tiger, que vous pouvez voir ici, dans laquelle est inventé, alors vous connaissez peut-être la version plus moderne animée du personnage, de White Tiger. Sauf que c'est une fille dans les versions modernes. Entre autres, je crois que c'était dans un dessin animé Spider-Man qu'elle apparaissait. Mais là, c'est la première version. En fait, dans le dessin animé, c'est la fille de ce personnage qui a été créé du coup justement par George Pérez. Et donc, c'était dans une vieille revue qui s'appelait Deadly Ends of Kung Fu, publiée par Marvel, où c'était, en gros, tu avais quelques pages de comics, c'était beaucoup d'articles. Tu avais souvent des articles sur Bruce Lee, des choses dans le genre. Et voilà. Et donc, ça, c'était rédigé par Bill Mantlo. Donc, ils ont co-créé tous les deux White Tiger, qui rapidement est apparu dans les comics en couleur de Marvel, et justement, notamment, ses premières apparitions dans les comics de Spider-Man, bien évidemment. Après ça, il s'est fait réellement connaître avec son arrivée sur Avengers. Et oui, bravo, bien joué, c'était bien ça. Quel talent. Quel œil. Apparu dans ce numéro qui est le numéro 141 en novembre 75. Alors du coup, dans les années 70, il a illustré pas mal de titres chez Marvel, notamment un titre. Alors déjà, je vous montre un peu de... voilà, donc ça c'est son Avengers. Fais-toi plaisir. Des petites pages de son premier Avengers, qui est un titre vraiment sur lequel il a eu comme des gros runs. Ah ouais. Regardez. Ah, pas mal. Oh, le découpage. Exactement, c'est pour ça que je l'ai retenu celle-là justement. Voilà, ça montre déjà qu'à l'époque il y avait une espèce de liberté sur le découpage. Imaginez si on avait Kang avec cette tenue dans le MCU. Ouais, c'est ça, serait pas beau, franchement. C'est Kang. Franchement, ça serait pas la classe. Imaginez-le comme ça. C'est moi, comme ça que je voulais le voir. Moi. Release de Will Kang. Exactement. Là, vous avez la fille de Drax, qui devrait peut-être apparaître bientôt dans MCU d'ailleurs. Immortus, qui est aussi une version de Kang. Par contre, le monsieur avec la cape, je le connais pas. Enfin, il ressemble à un mec du MCU qui fait des blagues. Mais avec un air plus sérieux, ouais. Ouais. Normalement, là, le marteau devrait lui rebondir sur la tête, en fait. Si c'était le MCU. Mais bon. Et ensuite, donc, il a aussi travaillé sur une série avec Man-Wolf. Donc l'homme loup-garou. Alors c'était pas le seul artiste sur ce titre-là. Il a bossé un peu sur les Inhumains, sur les 4 Fantastiques, et entre autres un numéro des 4 Fantastiques qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est le 4 Fantastiques annuel de novembre 1976. Et en fait, c'est hyper méta. C'est très très méta. Donc ce personnage que vous voyez là s'appelle Impossible Man. Comics, lui, ouais. C'est un peu la version Marvel de Mister... j'arriverai jamais à dire son nom. De chez DC, Mister... Ah, Spelling là. Voilà, lui. Et en fait, ce numéro-là est hyper méta. En fait, c'est les 4 Fantastiques vraiment dans le monde de Marvel. Et du coup, là, vous avez Stan Lee. Je crois que je l'ai. Jack Kirby qui est ici. Et donc, l'aventure se passe vraiment en partie dans les bureaux de Marvel, parce que Monsieur Impossible veut un comic qui parle de lui, du coup. Donc, ils sont tapés tout un trip. C'est vraiment, je regrette cette époque-là, où vraiment, enfin, les comics permettaient des trucs, mais complètement barrés, quoi. Où les auteurs se faisaient vraiment plaisir. C'est ça. Complètement. Et donc, voilà, t'as Impossible Man qui visite donc les bureaux de Marvel, qui rencontre plein de créateurs de comics, des éditeurs, tout ça. Enfin, t'as plein de gens qui sont là-dedans. Puis, excusez-moi, ça n'a pas de prix, les cases avec les onomatopées, là. Ça... Ah, bah ça se fait toujours. Après, le découpage a un peu changé, mais ça, onomatopée, ça reste un des classiques, de toute façon. Après, on les intègre différemment, sûrement maintenant, oui. Alors, du coup, 4 Fantastiques, il a beaucoup bossé avec, en général, avec Roy Thomas ou Len Wayne, mais, pour le Fantastic Four annual numéro 14, il y a la première collaboration avec voilà, celui qui deviendra vraiment son binôme de légende, Marv Wolfman. Donc avec ce numéro des 4 Fantastiques. Marv Wolfman, voilà, avec qui vraiment ils vont avoir du coup je voyais Melvin hocher la tête. Un feeling. Je devinais Oz hocher la tête lui aussi. Et voilà, Marv Wolfman et George Pérez, c'est un peu comme dire Neil Adams et Denny O'Neil. C'est un des grands duos de l'histoire des comics. Donc voilà quelques images de ce. Alors là, vous reconnaissez cette vieille dame? Ouais, moi je connais. Dylan, tu sais qui c'est?
J'hésite entre deux personnages. Tu l'as vu dans le MCU. Je l'ai vu dans le MCU, Tante May. Qu'est-ce qu'elle fait là? Agatha Harkness. Ouais. C'est vrai que je savais qu'elle était vieille, mais je trouve qu'elle n'aurais pas pensé qu'elle serait avec les 4 fantastiques là. Est-ce que c'est pas beau ces planches à la Pérez, pleines de détails? Franchement, celle-là, elle est terrible, je trouve. Elle est vraiment classe. Agatha Harkness, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, ça traite de magie alors? Elle les invite à New Salem, puisqu'ils ont eu beaucoup de boulot. Avant midi, ils sont déjà battus contre des menaces cosmiques et compagnie. D'accord. Donc, elle dit, venez avec moi à New Salem pour vous reposer un peu. Mais regarde, un petit café, tout ça, pourquoi pas? Ces dessins détaillés à la Georges Pérez. Le mec s'emmerde à partir dans des détails. Enfin, là-dessus, il est assez hallucinant, ce type, quand même. C'est assez fou. Enfin, du coup, je pense que vous l'avez remarqué aussi, le truc de Peter Parker là, qui rappelle une cover connue. Ouais. Le fameux Spider-Sense qui est dans No Way Home. Donc on disait, j'ai eu un moment de... J'ai pas entendu ça. Alors après ça, Pérez a dessiné la première partie. Ça vous parlera, enfin, au moment de ça te parlera forcément de la saga de Korvac. Écrite par Jim Shooter. Je sais pas si tu connais ça, Dylan. Pareil, c'est un run qui est assez culte. En gros, Korvac, c'est quelqu'un qui vient du futur, qui est à la base un ennemi des Gardiens de la Galaxie, et en gros qui est reparti dans le passé, et il a réussi à pénétrer dans une station spatiale qui appartient à Galactus et à absorber une partie de son pouvoir. Du coup, ça devient un être qui est quasiment un dieu. Et il décide de vivre sur Terre discrètement, mais en même temps de changer des petites choses pour transformer petit à petit la Terre en sorte d'utopie. Sauf que les Gardiens de la Galaxie, alors les vrais gardiens, ceux de la première version des Gardiens, donc, ouais, voilà, c'est pas encore Star-Lord et tout ça. Le suivent dans le passé, enfin voilà, tout ça. Et en gros, c'est un mec qui veut être tranquille, qui veut être peinard, sauf que les Avengers viennent l'emmerder. Et du coup, il tue tout le monde les uns après les autres. Mais vraiment, il tue tout le monde. T'as tout le monde qui meurt. Mais voilà, t'as tout un truc qui se passe. Et en fait, à la fin, avant de se tuer lui-même, il les ramène à la vie avant de disparaître parce qu'il est quand même sympa. Ça, c'est un peu Marvel quand même. Oui, belle ambiance. Ouais. On peut vous montrer mourir tous les uns après les autres. Mais vous inquiétez pas, à la fin, ils sont là quand même. Bon. Ouais, ça. On va pas déconner, les gars. Et donc, voilà, ça, c'est le début de... Parce que du coup, Korvac, c'était pas un bouquin spécial, c'était dans différents magazines à l'époque. Et ça avait commencé dans la série Avengers. Et donc, voilà, quelques illustrations de... il y a Honda. Tiens, voilà. Ouais, bah oui. C'était l'époque où elle faisait partie des Avengers. La fameuse station spatiale, justement, que Korvac a volé... Là aussi, tu parlais de détails, mais... l'ancien Nick Fury. La base spatiale, c'est... Ouais, t'as vu. Non, c'est magnifique. L'ancien, c'est vrai que Nick Fury, il avait cette tête au début. Tiens, du coup, c'est lui, Korvac, qui s'était donné une apparence humaine, mais qui peut se retransformer. Qui peut se retransformer quand il le veut. T'as vu le découpage où tu peux tourner sur la page d'avant? Ouais. En fait, c'est un découpage, tu tournes... C'est super. Bah là, en fait, c'est parce que, en fait, tu sais, Starhawk, il est deux personnes à la fois. Il est Starhawk et il est elle en même temps. Les deux ont fusionné à cause d'un événement. Et du coup, en même temps, dans le plan physique, t'as Korvac qui se bat avec Starhawk. Okay. Et en même temps, dans le plan psychique, du coup, t'as son apparence humaine qui se bat avec l'autre. Et du coup, non, franchement, t'as des planches incroyables. Regarde même celle-là, quoi. Je trouve ça magnifique. Donc, ensuite, Jim Shooter, donc le grand Jim Shooter, la Korvac, et donc qui mettait en vedette presque tous les Avengers, qui avaient rejoint l'équipe à ce point-là. Ça revient souvent avec Perez, ça. On en reparlera plus tard, mais le coup de reprendre tous ceux qui ont fait partie d'une équipe jusque-là, il a fait encore pire après. L'écrivain David Michelin et Perez, un peu plus tard, ont créé un autre personnage qu'on connaît, qu'on a vu dans le MCU, qui n'est autre que le Taskmaster, dans Avengers 195 en mai 80. Ça, c'est la période. J'ai cru que t'as parlé du MCU, t'as dit dans Avengers, je me suis dit, mais non, c'est pas dans Avengers, dans ce. Ah oui, dans Black Widow. Non, mais ok. Mais salut Wally West. Après ça, on passe à quelque chose qui l'a rendu encore plus connu auprès de tous, son époque avec les New Titans. Et donc en 1980, tout en dessinant encore les Avengers pour Marvel, Perez commence à travailler pour le grand rival DC Comics. Il se fait offrir donc
le rôle donc d'artiste pour le lancement de The New Teen Titans écrit par Wolfman, sachant que la véritable motivation de Perez pour accepter le contrat, c'est surtout que lui voulait l'opportunité de dessiner un jour Justice League of America. C'est vraiment pour ce titre-là. C'est un peu comme on parlait de Neil Adams qui avait été chez DC, qui avait accepté un peu tout parce que lui voulait vraiment faire du Batman. Voilà. Perez de son côté, lui c'était vraiment parce qu'il voulait faire du Justice League. Et du coup, dans ce numéro-là, on a eu la toute première preview pour le Teen Titans par George Perez et Marv Wolfman, qui deviendra un run culte. Voilà, Marv Wolfman ici, George Perez, Dick Giordano. J'adore ça. Ça me tue les dialogues. Something wrong, something strange. Ouais, mais c'est... Enfin, ça, c'est vraiment... Tu dis, c'est la première preview d'un run qui est devenu mais tellement culte, quoi. C'est... Ouais, c'est immense, quoi. C'est vraiment devenu un classique de l'histoire des comics. C'est lui qui a la création des Titans, non, du coup, ou j'ai mal capté une info Non. Non. C'est un remaniement ministériel, si tu veux. Ok. Exactement. Que, en fait, l'équipe avait été créée déjà par Dick Grayson quand il était encore Robin. Il y avait les trois, et puis là, Donna Troy. Ouais, t'en avais déjà. Changelin, il faisait partie de la Doom Patrol par contre avant. Il faisait pas partie des Teen Titans. Et quand c'est devenu les New Teen Titans sous l'égide de Wolfman et Perez, il y a eu un rajout de personnages. Ouais, ceux qui ont assemblé. Comme le Kid Flash a été un des piliers original. Qui est revenu. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Non, mais c'est pas lui qui a créé. Mais par contre, il a bien remis sur le devant de la scène. Ouais, voilà, quoi. Bon, c'était plus un espèce de soft reboot, enfin, une remise à jour, on va dire. Mais du coup, si j'ai bien compris, c'est eux deux qui ont assemblé tous ces personnages pour créer les Titans et tout, ça? Ah oui, c'est une coopération. Okay. Oui, bah après les Titans, voilà, ça dure encore. Enfin, t'as toujours des nouvelles équipes qui reviennent. Oui. Bah, maintenant, c'est avec Damian. Ouais, ça évolue, c'est les X-Men. On avait dit, les DC. C'est ça. Ouais, bah là, elle a été dissoute, celle avec Damian, du coup, quand il s'est barré. Après que tout le monde ait découvert qu'en fait, il enfermait. Après que tout le monde ait découvert qu'il enfermait des criminels dans la cave de leur base. Ils ont pas trop apprécié la blague, en fait. Mais par contre, j'ai pas compris le délire, si tu veux, de la version Rebirth des Teen Titans, parce que il t'explique qu'il y a encore l'ancienne version qui est devenue du coup les Titans tout court, parce que ce ne sont plus des teens. C'est ça. Mais par contre, il y a Raven qui est resté une Teen Titans et il y a, je crois, Starfire aussi, ou je crois que c'est Starfire qui est resté aussi une Teen Titans. Ça n'a aucun sens en termes de personnage. Voilà, ça n'a aucun sens. T'en as qui ont évolué, pas d'autres. Donc, bah, parce qu'à la base, Rebirth, t'es censé expliquer ça avec les années qui ont été volées par Manhattan. Sauf que c'est chelou, parce que t'as pas le même nombre d'années qui ont été volées selon les personnages après. Du coup, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est dommage. Oui, j'avoue qu'il y a vraiment un souci là-dessus. Mais bon, ça c'est le vieux trip ils veulent garder. L'auteur qui va écrire la série veut avoir telle personne dans son rooster, donc il va trouver une excuse à la con pour dire qu'il est dedans. Enfin, c'est vraiment des trucs d'édition. Hein. Après, cette excuse, tu sais, c'est l'auteur, voilà. En fait, c'est comme tout. Tu sais, des fois sur Internet, t'as des débats un peu cons, genre qui gagnerait entre tel personnage et tel personnage. La dernière fois, c'était entre Wanda et Superman, mais la bonne réponse, c'est si tu mets un auteur qui est fan de Wanda, il va faire gagner Wanda contre Superman. Si tu mets un auteur qui préfère Superman, en fait, dans tous les cas, c'est l'auteur qui choisit. Ça peut être n'importe quoi. Et de toute façon, dans ce cas, ça veut dire que c'est un crossover entre les deux éditeurs. Et dans ces cas-là, t'arriveras forcément à un match nul. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Alors, donc il voulait écrire Justice League of America. Et il s'avère que l'artiste de longue date de la Justice League, donc Dick Dillon, est décédé peu après, justement, à cette époque. Et du coup, ça a offert à Perez l'occasion d'intervenir en tant qu'artiste régulier sur la série. Du coup, le passage de Perez sur la JLA, très populaire auprès des fans. Il reçoit beaucoup d'attention pour son travail, en plus sur New Teen Titans. Donc il arrive vraiment à être reconnu pour son boulot. Cette incarnation des Titans était destinée à être la réponse de DC aux X-Men. Faut savoir ça, parce que les X-Men cartonnaient de plus en plus à l'époque. Faut savoir que le titre le plus vendu dans l'histoire des comics, à l'heure d'aujourd'hui, ça reste un titre des X-Men. Donc voilà, les X-Men, c'est quand même... Ouais, encore aujourd'hui, je crois que t'as Disney qui a essayé de dire à un moment que c'était un Star Wars, mais le truc, c'est que d'une, c'est pas vrai, et que même, c'est un titre de toute façon qu'ils avaient mis dans toutes les, comment tu sais, ces espèces de, les loot crates, là, les box qu'ils envoient aux gens, et du coup, ils avaient eux-mêmes acheté des comics pour les mettre dedans, pour envoyer aux gens, et ils avaient compté les ventes. Ce qui fait que, bah oui, évidemment, ils les avaient mis dans toutes les côtelettes, dans toutes les... Un peu triché quand même.
Mais ça arrive souvent dans les comics. Alors surtout Disney, t'as beaucoup ce cas-là avec des comics Star Wars où en fait ils les mettent dans les box qu'ils envoient aux gens, c'est les box surprises là que tu payes 30 balles ou machin. Et le problème c'est qu'après ils comptent ça dans les ventes et du coup ils disent oui, vous avez vu la Haute République, ça s'est vendu à 500 000 exemplaires. Ouais, enfin il y en a 400 000, c'était dans votre box en fait. Donc il y a eu un grand succès pour les Teen Titans en août 84, donc c'est ce qu'on voit là. Il y a eu la deuxième série de The New Teen Titans. Donc là pareil, je vous ai mis quelques images. D'ailleurs, c'est marrant, c'est une série qui a explosé, je crois, il racontait à partir du 6e épisode, c'est-à-dire qu'au début, ça faisait un four, et on ne sait pas pourquoi, et moi, je les ai tous, enfin, je les ai pas tous lus, mais j'ai lu ce qui a été publié en VF, et tu ne sais pas pourquoi, à partir du 6 épisode, c'est ce qu'ils expliquent dans le prologue, tu sais, à partir du 6e épisode, ça prend une claque en termes de vente, et après, ça devient un succès phénoménal, tu ne sais pas pourquoi. Mais alors, c'est marrant parce que... incompréhensible, quoi. C'est marrant que tu dis ça, parce que du coup, on considère souvent, surtout à cette époque, dans les runs de comics, que 6 numéros, c'était un peu le premier, c'est un peu le premier arc, normalement. Ouais. Et justement, c'est rigolo, parce que je relis le run de John Byrne sur She-Hulk, le fameux, et justement, il y fait référence à ça. T'as souvent She-Hulk, justement, qui dit oui, mais alors là, on est au numéro 3, donc logiquement, c'est ça qui devrait se passer. Là, ça va être le 6, donc, ah, mais ça y est, normalement, on doit finir le premier arc pour que maintenant, les gens sachent un peu comment va être la série. Enfin, du coup, ouais, c'est intéressant, je savais pas ça, du coup. Et tu vois, ouais, je t'en parlais l'autre fois, justement, le Jericho de l'époque, où tu le connais tellement pas, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais ça veut dire que, donc, lui, il a officié avec Wolfman depuis le numéro 1, et ça a vraiment explosé au numéro 6, c'est bizarre. Ouais. C'est ça, en termes de vente, ça a décollé au numéro 6. Ouais. Le bouche à oreille, ou je sais pas. Comment ça mais eux-mêmes ne l'expliquent pas. Hein. Si tu veux, tu as l'explication de dispo dans le New Teen Titans volume 1 chez Urban. Et en fait, eux-mêmes ne l'expliquent pas. En fait, voilà, c'est des choses comme ça, des miracles. T'as des mystères. Et tu vois, c'est plus traité. Et la série a fonctionné sur le long terme, quoi. Ok. Bizarre. Mais il faut dire que c'est une série qui était il y avait à cette époque-là en même temps. Ouais, il faut voir ce qu'il y avait en face. Mais c'est une série qui était en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'ils injectaient toujours des nouveaux enjeux, des nouveaux personnages, ils développaient ils ramenaient des personnages de l'ancienne équipe qu'on était censé connaître, mais ils remodelaient les origin story pour les ramener un peu au goût du jour. Et du coup, c'était ultra passionnant, quoi. Faut lire ça, vraiment, s'il y a bien un truc à lire de Perez et Wolfman. Il y en a plein chez DC, mais la jeunesse, pour moi, c'est les Teen Titans. C'est incroyable, quoi, le travail qu'ils ont fait là-dessus. Ils ont créé quand même dans ce run Deathstroke, Cyborg, Raven, Starfire, j'en oublie sûrement, mais déjà 4 persos qui sont pas des minus, quoi. Jericho, qui sont de nos jours toujours aussi utilisés, aussi problématiques. Surtout Deathstroke, qui est peut-être celui qui s'en est mieux sorti d'ailleurs, je pense. Au Cyborg qui a eu droit à son heure de gloire grâce au film Justice League, à la Snyder Cut évidemment. Moi, c'est Raven que j'aime beaucoup. Oui, aussi Raven, ouais. Qui fait beaucoup plus vieille à l'époque, c'est assez étonnant. Oui, tu le vois au niveau de la bouche, elle fait beaucoup plus vieille. Ah oui, tu vois le visage et tout. Elle a un côté un peu hindou qu'ils n'ont pas gardé, c'est dommage. Ah, c'est ça, c'est inspiré de... Persis Kambata. Ah oui, complètement, oui. On est d'accord. Et tu vois, là, tu l'as ta diversité, là, sans forcer. Ouais, c'est vrai. Complètement. Et par contre, pour la série, ils ont pris une caucasienne, ce qui n'a aucun putain de sens. Bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas refaire le Exactement. Voilà. Mais donc, ouais, cette planche, je la trouve juste incroyable. Elle est magnifique. Les détails de partout, quoi. Puis la mise en page, c'est vraiment, sa mise en page, c'est vraiment un des trucs avec George Perez. Enfin, il a révolutionné les choses là-dessus. Ouais, parce que quand tu regardes, tu as aussi bien la personne qui se prend le rayon, mais dedans, il a calé des cases. Ouais. Tu le vois tomber. Et ça, c'est un truc, c'est pas avec une simple double page, parce qu'en fait, tu continues l'action et toute ton action en fait en une planche immobile. C'est vachement compliqué à faire et c'est vraiment ce qu'est sa tête. Par moment, moi, je trouve que ça peut aussi être son défaut. Et quand on parlera de Crisis on Infinite Earths, pour moi, en fait, c'est bizarre parce que ça peut être un défaut, mais quand t'es vraiment dans Crisis, quand t'es vraiment dans l'intrigue, ce côté très étouffant, angoissant, finalement, ça contribue. Le découpage qui lui aussi est angoissant parce que t'as des cases partout et vraiment t'es étriqué, quoi. En fait, c'est peut-être voulu aussi, hein, sûrement. Ouais, totalement. Quand il arrive, voilà, c'est magnifique, quoi. Ah, ça c'est clair, c'est beau. Puis en plus, du coup, c'est vraiment une période où le fait de travailler tout le temps, il progresse vraiment, non seulement sur sa mise en page, mais aussi sur les détails, sur les visages. Enfin, il y a vraiment un gros step-up de George Perez dans cette période-là. Et du coup, c'est une période justement où il reçoit plein de prix. Et on en arrive
du coup, au moment où, en 84, George Pérez prend un congé devenu Teen Titans, pourquoi? Justement pour se concentrer sur son prochain projet avec Marv Wolfman, l'événement du 50e anniversaire de DC en 1985, qui n'est autre que Crisis on Infinite Earths. Effectivement. La même année, ils ont donné naissance à Nightwing. Pas à Dick Grayson, mais à Nightwing. C'est quand même fort. Ouais. Et les mecs, ils étaient chauds à l'époque. Mais c'est clair. Quand tu vois les listes de création de personnages, puis des personnages qui sont encore. Tu vois, les créateurs de maintenant, souvent leurs personnages, 6 mois après, t'en entends plus jamais parler. Ouais, mais Nightwing, rien que ça, quoi. Enfin, Nightwing, qui n'aime pas, quoi. C'est un personnage qui met tout le monde d'accord et qui est encore là et qui vieillira, enfin, qui sera toujours là, Nightwing, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Donc voilà quelques planches de Crisis on Infinite Earth. Ouais, c'est pareil, c'est juste, mais magnifique. Ouais. Le Monitor, c'est vraiment. Bah ouais, il est capable de dessiner tout, quoi, de la SF, du réaliste. Regarde ça, là. La fameuse planche. Alors, on a 5 minutes pour trouver tous les personnages. Bon, vas-y, Os, t'as fait tes recherches? J'ai fait mes recherches vite fait, hein, j'ai juste tapé un truc sur Google. Il faut, je pense. Alors, on a 518 personnages dessinés dans Crisis on Infinite Earths. 518 personnages. Bah, tous les personnages qui appartiennent à DC, en fait. Et apparemment, voilà, c'est tous les personnages. Il n'en a pas oublié un seul. Ouais. Donc là, chapeau bas. C'est ça. Comment tu fais, bah, lui et Wolfman aussi, hein, les deux. Hein. Comment tu fais pour ne pas en oublier un, quoi, sans déconner. Comment tu fais pour arriver à la fin du bouquin et te dire merde, le connard de cow-boy du fin fond. Tougan, il est là. Mais non, mais en plus, tu regardes, c'est vraiment. C'est fou. Quand tu vois les auteurs de maintenant qui arrivent à faire des erreurs sur le run précédent, et là, les mecs, ils ont ressorti tous les personnages existants d'ici. Ils ont Internet. Maintenant, ils arrivent à se planter. Ils ont des banques de données. Là, il y a tout le monde. C'est hallucinant. Mais cette planche, elle est dingue. Même les connaisseurs de DC, t'es sûr que tu t'en loupes forcément. Alors, apparemment, il y a attends. Là, je bug littéralement sur ce que je suis en train de dire. Il n'y aurait pas Al Jordan dedans? Curiously absent from Al Jordan, interesting that true. He was retired at the time, but you would think he had. En très gros, il a été retiré au dernier moment, mais vous imaginez bien qu'il aurait eu au moins une petite apparence, quelque part. Voilà ce qui est marqué sur le site où je suis. Bah, il était retiré ou ils l'ont retiré? Et apparemment, il a été retiré, Al Jordan. Il n'apparaît pas dans Crisis on Infinite. Tu vois, j'ai même pas ça en tête. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, maintenant que j'ai lu ça, c'est vrai qu'effectivement, ça me parle. Et tu sais que c'est quand même un truc de ouf. T'as 518 personnages, mais t'as pas le Jordan, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, est-ce que ça ferait pas de George Pérez cet exploit finalement? Est-ce que ça ferait pas de lui le seul auteur, le seul dessinateur à avoir dessiné l'intégralité des personnages d'ici? Si, je pense pas que ça a été refait depuis. Sur Terre, tu vas dire, voilà. C'est dire le. Franchement, je pense que le monsieur. Ouais, non, je pense que. Ouais, je pense que c'est le seul. Clairement. Je réfléchis, non, je vois pas un autre arc que ça aurait été fait. Et le mec se fait chier. T'as Stewart, mais t'as pas le Jordan. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et le mec se fait chier à dessiner, tu sais, des visages différents pour les gonzesses, c'est pas des copier-coller. Enfin, c'est là où il est très très fort, quoi. Mais je crois que c'est ça, c'est qu'à Jordan, il était retiré à ce moment-là, justement, que c'était John Stewart. Hein. Ouais, non, il n'y a pas le Jordan. Il y a le Jordan, il lui est arrivé une bricole à ce moment-là, je crois. Oui, mais je pense que c'est ça. En fait, ce que tu as lu en anglais, le retired, c'est dans le sens de. Il s'était retiré, il était en. Ok. Ah ouais, parce que retired, c'est ça, en fait, le sens en anglais. C'est ça, exact. Donc je pense que c'est plutôt ça, en fait. C'est que justement, c'était pas lui le Green Lantern à ce moment-là. D'où le fait qu'il soit pas dedans. Du coup, ça a plus de sens. Tu vois, il y a un truc dans certaines planches où, en fait, ils évoquent le passé. Tu vois, c'est des planches comme ça. Et en fait, il aurait pu le mettre à ce moment-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils évoquent le passé sur ce qui s'est passé en fait avec les moniteurs. Et il y a un effet de. C'est pas les mêmes couleurs entre le passé et le présent. Il y en a qui sont plus fades et d'autres qui sont plus pétantes. Tu vois. D'accord. C'est des petits trucs, mais quand tu le lis et que tu es à fond, alors en tout cas sur la version française, on le voit bien, mais quand tu es à fond dans le truc, c'est des trucs qui peuvent te marquer. Tu vois. Ouais, complètement. Je crois que pour répondre à Holly West, je crois que c'est plus vieux. C'est plus récent, je veux dire, quand il était Parallax. Ouais. Et du coup, donc Crisis, effectivement, on met en scène chacun des personnages appartenant à DC, et c'est une histoire, voilà, on en a déjà parlé de toute façon, qui va radicalement restructurer la continuité de l'univers DC. Ouais. Du coup, Pérez a été ancré sur la série par Dick Giordano et Mike
de Carlo et quelqu'un qui bosse encore aujourd'hui, qui n'est autre que Jerry Ordway, du coup, qui travaille encore pas mal pour Marvel. Après Crisis, Perez a créé le dernier numéro de Superman, le numéro 423, en septembre 86, sur le crayonné de Curt Swan, pour la première partie de l'histoire en 2 parties, écrit par un gars dont vous avez peut-être vite fait entendu parler, Alan Moore. Non, je connais pas vraiment. Là, tu m'apprends des choses. Putain, celui-là, il existe chez Urban. Je l'ai toujours vu. J'ai toujours hésité à le prendre, mais j'aurais peut-être dû. C'est Loïs qui se fait interviewer, qui bosse plus aux planètes, qui se fait interviewer par un journaliste et qui va raconter justement les moments avant la mort de Superman. Des derniers jours de Superman. C'est le comics où tu vois le Daily Planet, t'as Superman qui vole et il fait la tronche. Avec parfaitement en plus la cover, mais j'étais persuadé. Non, je vois parfaitement la cover. Attends, je regarde. Avec Lex Luthor qui retrouve Brainiac. Le mois suivant, donc Perez est l'un des artistes sur Batman numéro 400 en octobre 86. Et Wolfman et Perez sont à nouveau associés pour produire la série limitée History of the DC Universe. Alors là, c'est pas vraiment une graphic novel. C'est plus vraiment un rappel du coup. Non, même pas. C'est plus vraiment, ça raconte en fait toute l'histoire de DC avec la nouvelle continuité, tu vois, dans l'après Infinite, justement Infinite Crisis. Ouais. Donc, tu vois, ça a été publié à la suite. Mais d'ailleurs, retourne sur la première, là, la page en rouge, là. Blue Beetle. Ça te fait pas penser à une cover hyper récente de Justice League? Tu mets tout en noir et t'écris en gros Death of the Justice League. Et c'est exactement la même chose. Oui, complètement. Mais t'as aussi le History of DC, un peu dans le genre, celui par, comment il s'appelle, par John Riley. Qui est un peu dans le même esprit. Mais donc voilà, donc tu vois, c'est vraiment c'est beaucoup de texte en fait, avec des illustrations du coup. En fait, ça a été vendu comme une encyclopédie servant à raconter la genèse de DC Comics en fait. Après les événements de Crisis on Infinite Earth, ça voulait faire repartir l'univers. Et en fait, l'idée de Wolfman, ça avait été de vendre le projet comme une encyclopédie. Alors je sais plus quel type d'encyclopédie aux États-Unis qui faisait un carton à l'époque, mais en très gros une encyclopédie pour les jeunes, quoi, quelque chose de très lisible, de très facile. Et c'est pour cette raison que ça épouse vraiment ce style graphique assez intéressant et qui n'a rien à voir du comics, quoi, qui ne relève pas du tout du comics pour le coup. Là, c'est pareil, il s'est encore frisé Perez avec tous les personnages à dessiner. Non mais c'est ça quoi. Franchement, je l'ai feuilleté en entier le truc, mais t'en as de partout quoi. Non seulement en plus t'as le côté personnage de DC, mais t'as des événements historiques, enfin t'as plein de choses quoi. C'est assez hallucinant. Enfin pareil, il s'est vraiment fait plaisir dessus. Et tu dis que ça c'est arrivé combien de temps après Crisis du coup? Le mois suivant. Ouais, enfin non, c'est le mois après comment? Après les derniers. Après Man of Tomorrow, ouais. D'accord. Ouais, parce que ça a été publié exactement dans le même recueil en VF, c'est pour ça. Dans Crisis, quoi. D'accord, ouais, parce qu'il est logique, du coup. Ouais. Ah, oui, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Oui, bah c'est à la fin de Crisis, en fait. En fait, Crisis, c'est la fin, et ça, c'est le renouveau. C'est le commencement. Ah bah oui. Le commencement après la fin. T'as raison. C'est pour ça que je me dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir lu. Et bah ouais, j'ai le Batman que t'as affiché, il est là. Il est pile ici. Ah bah oui, voilà. Et en très gros, cette encyclopédie, ça pourrait être presque vu comme un épisode 0 pour ceux qui voudraient se lancer sur le Year One de Frank Miller, sur le Superman de John Byrne et sur le Wonder Woman de Perez. Et du coup, là, ce que je vous montre, c'est la couverture réalisée par Perez pour un jeu de rôle sorti en 85, du coup, DC Heroes. Et donc voilà, il a produit d'autres choses à côté. Donc il a aussi, ça je l'ai pas là, mais il a aussi fait la couverture pour la 4e édition du jeu de rôle Champion sorti en 89. Donc voilà, il a fait d'autres choses à côté. Et après, on a la partie dont on a le spécialiste ici, Oz. On va attaquer la partie Wonder Woman. Juste, ça me tue Cyborg en juste au corps. Une autre époque. Ah bah oui. Bah, il y avait pas tout. Cyborg, il n'y avait pas encore tout le délire internet. Le mec, c'était pas une IA comme c'est devenu. Ouais, du coup, c'était surtout un athlète avec des mécaniques renforcées, mais il n'avait pas la possibilité de pénétrer des systèmes informatiques comme c'est le cas maintenant. Ça a été développé avec l'évolution de la technologie, quoi. Catwoman avec son ancienne tenue. Là, il y a Deathstroke. Ouais, le Nightwing Disco. Il y a le Nightwing, je l'adore toujours autant. Ouais, le Nightwing Disco, je l'adore. Ouais. Brainiac. Le Joker, on a comment Sinistro. C'est en blanc là comme ça, là ça me dit rien du tout. Lui je sais plus, je t'avoue. Je saurais pas te dire.
C'est pas un Dr. Light, ça, non? Ah, Light peut-être. Et donc, on a l'écrivain Greg Potter qui a passé plusieurs mois à travailler avec l'éditeur Jenny Swayze sur de nouveaux concepts pour le personnage, avant d'être rejoint de faire appel à Monsieur Perez, qui a beaucoup été inspiré par le travail de John Byrne et Frank Miller sur la refonte de Superman et Batman. Et du coup, Perez a lié beaucoup plus étroitement le personnage, ça t'en parlais déjà de toute façon la dernière fois, au dieu grec, et a abandonné du coup de nombreux autres éléments d'histoire. Mais vraiment, lui, c'est ça, il a vraiment relié énormément Wonder Woman à toute son origine mythologique. Et ça, vous avez bien expliqué la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Et il a planche. Tu veux faire un petit mot là-dessus Non, bah, Deviant a tout dit, quoi. Il a vraiment joué beaucoup là-dessus sur la mythologie grecque pour développer tout l'or, tout l'univers et pour la faire baigner vraiment dans tout ce contexte, sans pour autant oublier également le contexte plus urbain des États-Unis modernes des années 80. Et il y a un parallèle qui est assez intéressant, c'est quand Diana arrive pour la première fois aux États-Unis, il faut qu'elle apprenne les nouvelles, la mode, comment on vit aux États-Unis à ce moment-là. On est dans les années 80. Enfin voilà, et du coup, ça la déconnecte complètement de son île. Et ça, c'est super intéressant à découvrir, quoi. Ouais. Et juste une parenthèse, mais très souvent, quand George Perez est au dessin, il y a ce truc qui revient, co-plotters. Ouais, c'est ce que je suis en train de me poser la question. Mais parce qu'en fait, quasiment toujours, même quand il est au dessin, il participe quand même à l'idée, au pitch général, au scénario général. D'où le terme co-plotters du D'accord. Okay. C'est parce qu'il est rarement que artiste. En général, il participe aussi à travailler sur l'idée générale du scénario. Et ensuite, le scénariste va vraiment, du coup, développer, préciser le scénar. Mais il est souvent, même quand il est artiste, il est souvent de toute façon aussi en partie au scénario. Donc voilà, sa Wonder Woman. Et là, il a apporté vraiment annuler cette putain de relation amoureuse entre Steve Trevor et Diana qui devenait glauque, parce que cette relation entre Diana et Steve Trevor, faut savoir qu'à une époque, elle était très très glauque. T'avais Steve Trevor qui ne faisait que courir après Diana, et elle lui mettait râteau sur râteau à chaque épisode, et c'en était mais insupportable, quoi. Mais lâche-la grappe, quoi. Il y a un moment, laisse-la tranquille, quoi. Putain, sans déconner, tu ferais ça en 2022, mec, tu serais en zonzon, quoi. Et excuse-moi, c'était bien la fameuse amulette là qu'on avait avant ou c'est l'amulette d'Harmonie, ça, exactement, dont je me suis inspiré pour écrire ma petite histoire. D'ailleurs, vu que tu parles de ça, c'est quoi la réponse à l'énigme? Ah bah je vais pas la dire parce que ça fait partie du scénario du prochain. Merde. T'es sur une très bonne piste. Et il y en a ça va alors. Celui qui a répondu dessus, je crois qu'à l'heure actuelle, vous êtes deux à avoir répondu. Il y en a un qui a tapé en plein dedans. Mais en fait, je crois qu'il avait déjà vu mon ancienne version de Je refais le DCU et j'avais déjà adopté la même histoire en très gros. Mais là, pour revenir sur Perez, alors en plus, pour moi, c'est l'œuvre phare, et donc c'est celle dont je voulais parler ce soir. Pour moi, c'est l'œuvre phare Wonder Woman de Perez. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il est connu en tant que dessinateur, mais là, il a donné une leçon. En tant que scénariste, il a donné une leçon. C'est un truc de fou. Il faut lire ça pour le croire. Le mec modifie à chaque nouvel arc. T'as la forme de narration qui change. Vraiment. C'est-à-dire que tu lis du Wonder Woman, mais c'est jamais la même façon de raconter le truc. Un coup, tu as une enquête policière avec la mort de Mindy Bayer. C'est vraiment vendu comme un polar. Alors que juste avant, tu étais dans un délire mythologique où vraiment il a épousé à fond les ballons toutes les légendes, toutes les mythes que tu peux lire dans Homer, etc. etc. T'as du polar, t'as des soucis de l'adolescente, Vanessa Kapatilis, qui est la meilleure amie de Diana, donc tu suis un petit peu son quotidien, les soucis qu'il peut avoir en tant qu'adolescente. C'est écrit au travers façon journal, comment on appelle ça, journal intime. T'as aussi une correspondance entre Steve Trevor et Etta Candy, puisque dans cette histoire, Steve Trevor se tape Etta Candy et non pas Diana. Et pareil, cet arc est raconté... Ça va causer des problèmes plus tard, ça d'ailleurs, on en reparlera. Voilà. Cet arc est raconté en tant que correspondance, une lettre qu'on envoyait entre les deux amoureux. T'as un épisode aussi, le premier épisode où Diana recherche Ares dans le monde des humains, qui est vendu comme un truc un peu policier, guerre froide avec les Russes, la menace nucléaire, tout ça. Et en fait, à chaque arc, t'as un ton complètement différent et une façon de le raconter qui diffère à chaque fois. Et là, le mec qui est pas un scénariste à la base, c'est une leçon. C'est tout. Le mec, il arrive, il donne une leçon. C'est pour ça que c'est pour moi son œuvre phare, quoi. Complètement. En plus, c'est bien ce que tu dis, parce que justement, c'est ça, c'est que Perez, d'abord, il travaille avec Potter et Len Wein sur les histoires, mais finalement, c'est lui qui devient le scénariste attitré de la série, donc il reprend vraiment tout le rôle. Et du coup, par contre, plus tard, il est rejoint par Mindy Newell, qui devient co-auteur pendant près d'1 an.
Et voilà, la série n'est pas aussi populaire du coup en termes de vente que Titans sous Crisis, mais par contre, ça a été une relance hyper réussie d'un des personnages complètement phares de DC. Ça a vraiment permis de relancer le... Et du coup, Perez a travaillé sur le titre pendant quand même 5 ans, mine de rien. Ah ouais. Imagine au jour d'aujourd'hui un auteur qui bosserait 5 ans sur un titre en comics. Et malheureusement, déjà, on n'a pas l'intégralité en VF, quoi, c'est dommage. Ouais, ça c'est vrai. Excusez-moi, petite question, cher confrère, pour Afro. En fait, on parle de George Perez. Là, du coup, on parle de son run sur Wonder Woman, mais on parle de George Perez en règle générale. Mais là, du coup, ouais, ça c'est son run sur Wonder Woman. Et donc, il est resté intimement lié avec celui de Superman de John Byrne. Oui. T'as des épisodes qui étaient publiés aussi bien dans le Man of Steel de John Byrne que dans le Wonder Woman de Perez, quoi. Donc ça, c'était super cool aussi. Ouais, complètement. Vraiment, comment lier deux personnages dans un univers partagé. Bon, ben ça y est, c'est vendu. Hein, c'est mon prochain Wonder Woman. Ah bah oui, c'est vrai. Bon. Ça, c'est une masterpiece, quoi. Le Dieu est mortel, c'est vraiment une masterpiece, quoi. C'est un truc de fou. Moi, au début, franchement, j'étais pas chaud. Parce que tu vois, la mythologie grecque et tout, c'est pas un truc qui me parle. Et je me suis dit, putain, la taille des pavés, t'as 450 pages, ça va être indigeste. Honnêtement, c'est ce que je pensais. Hein. Mais pour l'assurance, je me suis dit, il faut que je lise, quoi. Et ben, franchement, c'est un des meilleurs comics que j'ai lu aujourd'hui en VF, quoi. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Bonjour Slas. Et pareil, t'as Cheetah, donc c'est pas la première itération de Cheetah, parce que Cheetah c'est un personnage qui date de 1941 et qui était Priscilla Rich. Là, non, là c'est la. Bah, justement, si, ça c'est lui, il a créé Barbara Ann Minerva. Il n'a pas créé Cheetah, mais il a créé Barbara Ann Minerva, qui est clairement la Cheetah la plus sauvage et la plus féroce, quoi. Celle qui est la plus connue aujourd'hui et celle qui a servi malheureusement pour le film, dont on va éviter de parler. En même temps qu'on parle de George Perez, si tu veux, faut quand même. Voilà. Ça serait vulgaire. Deux fois de mesure quand même. Hein. Voilà. Et il a créé la deuxième Silver Swan. Enfin, c'est pareil, tu vois, il est arrivé avec une galerie de personnages pour venir enrichir le lore de Wonder Woman, mais c'est passionnant. C'est passionnant. On en reparle. Et du coup, il est resté artiste. Par contre, il reste très longtemps sur la série, mais il est resté artiste que jusqu'au numéro 24. Après, il est juste scénariste. Ah, mais ça veut dire qu'il a fait la conversion totale. Ça veut dire que lui qui est dessinateur, il est passé totalement full scénariste. Auteur. Ça, c'est beau. Hein. Jusqu'au numéro 62, il était auteur. Du coup, il est parti en 92. Et Perez reviendra sur le personnage, du coup, en 2001. Où il coécrira une histoire en 2 parties dans les numéros 168-169 avec Phil Jiménez. Phil Jiménez, qui est celui dont je vous ai montré les planches, qui a dessiné sur Historia. Okay. Les planches magnifiques, le comics écrit par Kelly Sue de Comics. Et du coup, voilà, tous les deux, alors c'est marrant, tu vois, du coup, c'est 2 artistes qui, tous les deux, coécrivent, du coup, en moment, une histoire en 2 parties. Perez a également dessiné du coup la couverture du Wonder Woman 600 en août 2010 et il a fait aussi l'art intérieur. Et justement, vu que tu parles d'elle, Oz, pour le long métrage à succès Wonder Woman, celui de 2017, on est bien d'accord. La réalisatrice Patty Jenkins, justement, a accrédité le travail de Perez sur Wonder Woman comme en tant qu'influence majeure à égalité avec le créateur de la série. Ça, elle a vraiment dit que voilà, c'était. Par contre, oui, influence lointaine. Justement. Afro, il disait que ce Wonder Woman fait penser à l'idée de base de Snyder et son Wonder Woman. Bah, moi, je trouve. Eh ben voilà. Tu trouves pas, Oz ? Je trouve pas tant que ça, parce que franchement, quand tu regardes les 2 films qui sont sortis, même le premier qui était pas si mauvais, franchement, plus ça va et plus je trouve que c'est un pied de nez finalement à la mythologie de Wonder Woman. Il n'y a rien qui est exploité là-dedans. Oui, de ce côté-là. Ouais, c'est pas faux. Alors que Perez, lui, vraiment, il va à fond les ballons avec la mythologie grecque. Et là, non, rien du tout. Quoi. Quitte à importer des personnages issus d'autres époques aux États-Unis, dans les États-Unis modernes, fait Ruka également, tu vois. En fait, moi, je trouve qu'ils n'ont rien fait de ça. Même déjà. Après, oui. C'est ça, déjà, même rien qu'Arès, sans avoir lu le run dont on parle. Ouais, mais Arès, c'est un dieu, donc c'est facile à faire, mais ils n'ont pas eu le culot. Même là, c'est ça, mais même là, c'était. Afro, il disait ça pour les guerres, mais l'idée de Snyder, du Wonder Woman qui passe guerre après guerre, de ce que je comprends. Ah, peut-être ça, ok. Mais c'est, voilà. Ah, ok. Oui, parce que Entregro, elle fait ça dans le run de Perez, elle cherche Arès, mais là, par contre, on est dans les années 80. On n'est pas, je comprendrai jamais l'idée de la foutre pendant la Première Guerre mondiale. Ah, c'est ça. Je sais pas. Ouais, ok, non, j'ai bien compris Afro. Oui, c'est pour ça qu'il fallait éditer. Ok. Ouais, ok.
Et donc après, il reviendra sur The New Teen Titans. Donc pareil, je vous ai mis quelques petites planches. Oh, C'est vrai. Moi j'aime. Raven en blanc. Oui, ça fait très bizarre. Ah, mais ça tombe, je cherchais tout à l'heure, c'était Raven en fait, à mon avis, sur le truc. Non, je crois que c'était le Dr. Light avec réflexion. Ouais, je pense, ouais. À mon avis, c'est ça. Regarde, est-ce que c'est pas magnifique? Ouais, c'est sublime. C'est quoi, c'est la 4e dimension, c'est ça? Non, c'est le moment où en fait, c'est pour rappeler son. Non, c'est pour rappeler son passé à Wonder Girl en fait. Mais parce que du coup, vu que son origin story a été complètement remodifiée, parce que ça collait pas avant avec la logique du coup de la timeline, du coup ça a été remodifié. Et là, c'est le moment justement où elle apprend sa nouvelle origin story. Et donc, il revient en co-scénariste et artiste de The New Teen Titans avec le numéro 50 en décembre 88. La série étant renommée The New Teen Titans, réécrivant, comme je disais, l'origine de Wonder Girl, à la suite des retcons de Crisis ou Infinite Earth. Perez est resté artiste sur le titre jusqu'au numéro 60, mais avec certains où il n'était pas, tout en fournissant des mises en page pour les numéros 58, 50. Enfin voilà, pour certains numéros, il faisait juste la mise en page, ça dépendait vraiment selon lesquels il était plus ou moins là. Avec l'artiste Tom Grummett qui finissait le boulot et Bob McLeod comme encreur. Il a aussi illustré, on en a parlé il n'y a pas longtemps, A Lonely Place of Dying, écrit par Marv Wolfman. Ça ose, à la limite, je te laisse en parler. Que dire, c'est le numéro, alors attends que je ne confonde pas, c'est bien le numéro qui marque les débuts du 3e Robin dans Team Drake, avec comme méchant principal Double Face. Côté un petit peu ingénu si tu veux, dans le sens où il fallait, hein, les fans avaient très mal pris je crois le fait de faire disparaître, en tout cas les fans n'aimaient pas Jason Todd. Ils l'ont tué au début, oui. Voilà, on tué, mais est-ce que finalement, enfin, j'y crois pas trop à cette histoire des fans. Non, on le sait maintenant. On le sait, ça a été truqué par un mec en fait. Je sais pas. Ah si, on a eu confirmation, même des éditeurs, ils l'ont confirmé aussi. En fait, à l'époque, c'est les débuts du hacking. En fait, t'as un mec qui s'est amusé à programmer son ordinateur. C'est les ordinateurs de l'époque, je sais plus, c'était un Atari ou un je sais plus quoi, enfin un vieux truc. Il avait programmé son ordinateur et en fait, il avait fait un système pour que son ordinateur appelle toutes les 8 minutes. D'accord. Ah. Et du coup, en fait, il y a je sais plus combien d'appels, parce qu'il a dit pendant combien de temps ça a duré. Et quand tu décomptabilises ces appels, en fait, c'était bien en dessous, parce que le vote a été hyper limite. Hein. Ça s'est joué à très peu la mort de Todd. Et en fait, t'enlèves ces votes truqués à ce mec-là. En fait, non, c'est bon. Donc ouais, c'est dû un trucage en fait. Ouais, mais alors c'est pas un trucage de DC Comics, c'est-à-dire que c'est. Non. Ah oui, ok, moi j'aurais plutôt pensé à un trucage de DC Comics qui avait besoin de relancer des ventes, donc de faire mourir artificiellement un personnage, enfin de se débarrasser d'un personnage artificiellement et d'inventer cette mort. Moi je pensais plutôt à ça, en laissant cette fausse liberté au lecteur de voter alors que finalement les décisions étaient déjà prises en amont. Moi je pensais plutôt à un truc comme ça, tu vois. Bah non, parce que dans l'histoire, visiblement, il y a des gens qui en parlaient, des éditeurs, et qui disaient qu'en fait, eux, ils s'attendaient pas à ce que les gens veuillent le tuer. D'accord. Et ils avaient écrit plutôt, en fait, c'était plus parti dans leur tête sur la suite où ils vivaient. Et quand ils ont vu qu'ils avaient choisi pour qu'il meure, bah t'es un peu piégé, tu vois. Ça aurait été d'un inintérêt total s'il était encore en vie, parce que le seul intérêt qu'il y a à ce truc qui a mal vieilli, c'est quand même le fait de voir Jason crever, quoi. Et du coup, donc, de passer le flambeau au 3e Robin avec le New Place of Dying. Et en fait, voilà, c'est les débuts de ce Team Drake. J'ai trouvé ça vachement naïf, en fait, dans le sens où, bon, il nous faut un Robin. C'est très artificiel la manière dont il arrive. Le gamin connaît tout. C'est-à-dire que le gamin, il a réussi à découvrir l'identité de Robin, Robin et de Batman, alors que le commissaire Gordon galère encore. Tu vois. Si tu veux, en fait, le commissaire Gordon n'a toujours pas trouvé. Edward Nigma non plus. Le Joker non plus. Mais par contre, le gamin Robin, il sait, tu vois. Et du coup, j'ai toujours eu du mal avec ce Robin pour cette raison, c'est que dès son origin story, ça colle pas, ça sent le personnage cheaté, fake, quoi, tu vois. Et voilà. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, la manière dont il les reconnaît, c'est qu'il il a été fan. En fait, il était fan des Grayson volants. Il était d'ailleurs sur place quand ils sont morts. Il était tout gamin et ses parents l'avaient emmené. Mais en fait, il était tellement fan qu'un jour, il a vu une vidéo de sécurité qui passait à la télé dans les infos, qui montrait justement un combat de Robin et Batman contre leurs ennemis, et il a reconnu le mouvement, c'est une sorte c'est le triple flip arrière, je crois, un truc comme ça, de Robin, et tout de suite, il a dit, c'est Dick Grayson, c'est lui. Et c'est comme ça qu'il a su que c'était lui.
Mais en plus, ça n'a aucun sens parce qu'il était enfant au moment où Dick Grayson était un enfant, sauf que maintenant Dick Grayson est devenu Nightwing, c'est plus qu'un adolescent, c'est un jeune adulte, et lui il est resté enfant. Comment ça marche au niveau de la timeline? Ah, il a une constitution fragile, voilà, il grandit pas trop. Il y a plein de trucs qui m'emmerdent avec ce personnage, putain. Puis il n'a pas une évolution intéressante. Je crois que le mec est passé de Robin à Red Robin, super. Ouais. Je crois que t'as pas compris l'évolution. C'est qu'en fait, il y en a, ils vont faire 1 an plus 1 an, et des autres, ils vont faire tous les 1 an, ils vont prendre qu'une demi-année. C'est le syndrome Maggie Simpson, en fait. C'est ça. En fait, du coup, c'est le syndrome des Titans, c'est ce qu'on disait en début de live. Il y en a qui passent, il y en a qui sont des Teen Titans qui passent du côté des Titans parce que c'est plus des teens. Par contre, il y en a, ils sont condamnés à rester teens toute leur vie. Donc, en fait, Tim Drake est un teen, c'est un child de toute sa vie, Tim Drake. C'est ça. Mais tu dirais de Robin, mais il y a eu pire. Hein. Le pire moment de tous, en termes de nom de super-héros pour Tim Drake, ça restera toujours le moment où il a décidé de s'appeler Drake comme super-héros. Ouais. Je veux dire, ça, franchement, fallait oser, quoi. Personne ne me reconnaîtra. Je vais prendre mon nom de famille et je vais en faire mon nom de super-héros. Quoi? Attendez, votre nom de famille, c'est Drake? Non. Non. Ah, mais Drake, donc vous êtes Tim Drake? Non. Non. Comment vous avez dit? Hey Tim, oui, merde. Après, quand tu regardes un petit peu tous les Robins, bon, t'as Nightwing, c'est l'un des préférés. Tu as quand même Red Hood, il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Moi, j'ai plus de mal. Tu as Damian, c'est le fils de Bruce Wayne. Donc, il a cette aura, voilà, et qui est pas loin d'être le préféré. Et tu as Tim Drake. C'est en fait. Mais sa fanbase, hein. En fait, il n'y a que Orto Webbet, si tu veux, qui aime bien Tim Drake sur Terre, je crois. Et encore, il y a Stephanie Brown, hein, que vous oubliez, Stéphanie. En plus, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut sur Orto Webbet, parce que de toute façon, il est en live, il peut pas réagir. Voilà, exactement. Et ça, c'est cool. Il y a la 3e fois, il apparaît, attention. Ouais. Non, il peut pas, il est en live. Puis Tim Drake, il a pas rien, si tu veux, parce que regarde, quand tu regardes la mythologie des Robins, t'as le premier, on va dire que c'est le bon élève, c'est le premier de la classe, c'est Dick Grayson, c'est celui qui a la meilleure évolution et c'est celui qui est finalement le plus à même de reprendre la carte de Batman. Quoi. Voilà. Après, dans le deuxième, t'as le contre-exemple. C'est pour ça que moi j'adore Jason Todd parce qu'il me fait penser à moi, si tu veux. C'est le mec dont on dit qu'il a des capacités, mais tellement il est turbulent en fait, le mec il arrivera jamais à rien. Et en fait, c'est ça que j'adore chez Jason Todd, c'est que en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si Batman foire l'éducation de son Robin. Voilà ce qui se passe, le mec il crève. Et c'est ça qui était intéressant avec Jason Todd, c'est que ça prenait le contre-pied de Dick Grayson. Après, on parle de la deuxième version de Jason Todd, là. Comment? On parle de la deuxième version de Jason Todd, parce que la première, c'était juste Dick Grayson. Oui, exactement, je suis d'accord. Mais ce qu'ils ont, l'évolution qu'il a pris. Le mec qui se peint les cheveux, là, quand. Oh là là. Non, c'est pour ceux qui savent pas. C'était un sous Dick Grayson quand tu regardes bien. Quoi. Oui. Il apporte rien, franchement. Oui. Parce que oui, Jason Todd, pour ceux qui savent pas, à la base, Jason Todd, c'était juste Dick Grayson, il faisait aussi partie, ses parents étaient aussi une troupe de théâtre, de cirque, c'était la même chose, la même histoire. Et puis ils se sont dit, non, ça va se voir là. Là, je crois que ça s'est vu. C'est pour ça qu'il était détesté au départ en plus. Non, mais là, je crois qu'ils ont remarqué quand même. Hein. Et après, ils ont inventé le truc du gamin qui vole les roues de la Batmobile, donc il faudra m'expliquer avec quel cri en fait. Ce qui est quand même vachement cool comme origin story. Le gamin qui vole les enjoliveurs, enfin les pneus de Batmobile. Il vole les pneus et t'as Batman comme ça derrière en mode. Qui sourit. Tu fous quoi? Tu vois qui vole l'enjoliveur là de la Batmobile. Ça va pas sur la 206 si tu veux. Il a aussi travaillé sur Superman. Il a pas mal été impliqué, Perez, du coup, avec Superman à plusieurs reprises au cours de sa carrière, y compris son travail sur Justice League of America. Il a travaillé sur Action Comics 544, entre autres, qui est donc pas du tout là. Wally, t'as tué. Ah, je m'y perds, j'ai trop d'images. C'est ça, voilà. Pourquoi ce numéro-là en particulier? Parce que c'est là qu'il y a l'apparition de l'armure de combat de Lex Luthor, designée par un certain design par George Perez. À la base, il l'avait créé pour une ligne de jouets. Évidemment, comme souvent. Et donc, c'est de là que vient l'armure de Lex Luthor. Voilà. C'est lui qui l'a volé dans le débarras de Mister Freeze. Tu sais, c'est les versions 1.0 parce qu'elles n'étaient pas assez high-tech. Et lui, il a foutu un coup de bombe. Ouais. Il a foutu un coup de bombe à réaction. Personne ne remarquera, c'est bon, maintenant c'est la mienne. La même séquence d'Iron Man avec l'armure. Son armure. Et donc ça, c'était en juin 83.
Et donc, ouais, ça, c'est des nouveaux modèles pour le méchant qui ont été présentés à la base dans le cadre d'une gamme de figurines, voilà, pour une collection de jouets, c'était Super Powers. Et voilà, qui a l'armure qui est toujours utilisée, qui a été modifiée évidemment, mais qui reste toujours utilisée. Perez a aussi illustré une série qui s'appelle DC Comics Présente. Et donc là, c'est avec Omac. Donc pareil, tout ça, c'est lui aussi. Ça, c'est en septembre 83. Et donc, ça présentait une équipe Superman Omac. Quelques années plus tard, il a ancré les illustrations d'un petit gars qui s'appelle John Byrne pour l'histoire Superman Wonder Woman dans Action Comics numéro 600. Ça, c'est en mars 88. Il a dessiné des parties d'Action Comics annual numéro 2 en 89, avant de reprendre le titre à partir du numéro 643 en juillet 89. Son rôle sur Action Comics, ça passe de scénariste, illustrateur à co-scénariste. Et en fait, après, il fournit... C'est un peu la méthode Marvel. Après, il fournit des pitchs. Donc voilà. C'est le moment où il fournit des pitchs. C'est moi où t'as dû passer beaucoup trop de temps. Ah oui, mais je voulais... Le remontage, c'est ça. Quand j'ai dit qu'il fournissait des pitchs, je me suis dit, il faut absolument que je mette une photo avec des pitchs. Je crois que toute cette émission ne me sert qu'à faire cette blague. Je vous le dis tout de suite. Mais ça, c'est la blague de l'année, je crois. Pour ça, je suis heureux. Est-ce que tu vois Deviant sur son logiciel de montage en mode... Ah, celle-là, elle va être bien. Celle-là, elle va être bien. Là, pour partir comme un prince. Il nous a dit, tu vois, oui, j'ai oublié ma chemise tout à l'heure. Non, il terminait, tu vois, son montage. Mais parce que il a pris du temps pour faire ça, par contre. Bah, oui. Tu pars comme un prince, tu sors un pitch de ta poche, tu croques dedans et tu coupes ta cam. Fin du live. Je voulais, mais alors c'est des pains au lait que j'ai, je trouvais que c'était malhonnête. Mais je voulais prendre mon pain au lait puis faire. Et partir. Mais c'est un pain au lait, ça serait pas non. Et donc, avec le scénariste Roger Stern, qui écrit les histoires, et les artistes Brett Breeding et Kerry Gamil, qui font les finitions sur la partie art. Tandis que Perez, lui, dessine toutes les couvertures, du coup, pendant son run sur le titre, à l'exception d'un numéro. Perez a brièvement écrit Adventures of Superman. Après, il a fourni des intrigues, pareil, il filait des pitchs. Il bossait pas mal sur la méthode Marvel. Hein. Tu remarques que son passage chez Marvel, ça lui a laissé une méthode de travail. Du coup, ça, entre août 89 et octobre 89, voilà, il a fait un peu d'ancrage, un peu de machin, il a fait pas mal de choses. En raison d'une charge de travail déjà trop lourde, du coup, petit à petit, il s'est retiré. Et on en vient à un grand moment. On en vient à War of the Gods, et qui est suivi par un autre énorme événement en 91. Perez, c'est là qu'il rencontre des problèmes avec DC. Et t'en parlais tout à l'heure justement, Oz. En fait, Perez avait déclaré que depuis le début de l'écriture du scénario, donc qui se déroulait dans les pages de Wonder Woman, et il y avait eu des crossovers avec d'autres titres, il y avait eu du mal à écrire le scénario de War of the Gods, principalement à cause de problèmes éditoriaux. Perez estimait que DC n'en faisait pas assez pour célébrer le 50e anniversaire de Wonder Woman. T'inquiète pas, Loulou, ça n'a pas changé. Donc tu serais pas plus heureux maintenant. Et pour aggraver les choses à ses yeux, DC n'a pas placé War of the Gods dans la distribution en kiosque. Faut savoir qu'à l'époque, les titres DC étaient, aux États-Unis à l'époque, les titres comics étaient distribués partout. Mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, à l'époque, les comics aux États-Unis étaient vendus partout. Donc, un peu comme chez nous, tu vois, quand on avait les softs en librairie, tout ça. Et c'est après la crise des comics, que c'est devenu vraiment les comics, en tout cas les nouvelles sorties ne se vendent que dans les comic shops. À l'époque, c'était pas le cas. Sauf que lui, justement, War of the Gods, ils l'ont pas sorti dans les lieux habituels, hors les boutiques spécialisées. Et ça l'a vachement énervé. Donc là, on est fin 80, c'est ça, en gros? On est même début 90. Ok. Là, on est début des années 90. Ouais. Et t'en parlais tout à l'heure, Oz, Perez, justement, avait rédigé un plot pour marier les personnages donc de Steve Trevor et de Etta Candy dans son dernier numéro. Sauf qu'il a découvert que les éditeurs chez DC avaient décidé non seulement de refiler l'écriture du titre Wonder Woman à un autre, donc William Messner-Loebs, mais aussi lui confier l'écriture justement de la scène finale du mariage. Là, ça l'a énervé. Là, ça l'a saoulé. Ah, tu m'étonnes. Donc il a dit... Crache au visage, hein. Bah oui, surtout après tout le boulot qu'il a, c'est ça quoi, le boulot qu'il a fourni sur Wonder Woman. Écrit et tout, sachant que c'est un personnage dont ils en avaient rien à foutre en plus à la base. C'est insupportable quoi. Ouais.
Et du coup, c'est à ce moment-là que Perez a décidé de quitter DC et il en est parti pendant plusieurs années. En 92, il était encore invité sur Deathstroke, The Terminator. Voilà, c'était sa dernière petite apparition. Et du coup, en 91, Perez signe pour dessiner la série limitée de 6 numéros Infinity Gauntlet pour Marvel Comics. Alors déjà, je vous avez mis quelques images de War of the Gods. C'est Circe, ça. Exactement. Cette planche, je la trouve splendide. Quand tu arrives dans le monde des dieux, en fait, elle, ça va, mais les êtres qui sont pas des dieux, tu peux pas appréhender visuellement, en fait, leur monde. Ouais. C'est pour ça, en fait, que c'est représenté comme ça. Là, c'est les dieux de la mythologie romaine, du coup. Ouais, bah je l'ai pas lu, celui-là, tu vois. Ah, bah c'est celui-là dont je te parlais, ouais, War of the Gods. Ok, ouais, ça va. La guerre des dieux, et donc l'autre, c'était un autre titre, alors, c'est ça? C'est les dieux romains qui viennent, en fait, qui sont contrôlés, enfin, il y a tout un délire, et du coup, les dieux romains viennent se battre contre les dieux grecs. Ok. Et donc, on arrive sur Infinity Gauntlet, la série. Et alors là, pareil, cette planche absolument cultissime. Évidemment, c'est juste splendide. De la VO, messieurs, de la VO. Center America. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je crois que ça va devenir un de mes dessinateurs favoris, comics. Regarde ça. C'est très... Enfin, peut-être que ça vous a fait pareil, mais je trouve que c'est très cinématographique dans le découpage. Ça vibre, quoi. Chaque planche, elle vibre, quoi. Tu sais, tu ressens les impulsions électriques et tout. Enfin, c'est dingue. Ouais. Ça, c'est le temple qu'il a construit pour la mort. Ça pour impressionner la mort. Ça, par contre, ça me fait... J'aime bien, mais ça me fait penser très musclore, tu vois, le château. Oui. Je t'avoue que c'est un des comics où, en le lisant, j'ai eu mal au cœur. Dans quel sens? À un moment, en fait, t'as tous les Avengers, un peu tous les héros qui restent, qui se retrouvent contre Thanos. Et voilà, Iron Man décapitage, Spider-Man il écrase à mort, voilà. Ils prennent tout cher, tu veux dire. Ils crèvent tous. Mais je te jure, quand à un moment il y en a un qui dit tiens, ça c'est la tête d'Iron Man, je te la rends. En mode comment ça? Ah, j'avoue que c'est pas la joie pour les héros là. Wolverine, il brise tous les os, c'est incroyable. Et du coup, ça a été écrit par Jim Starlin, évidemment. Cependant, en raison de problèmes personnels qui se produisaient déjà en même temps que War of the Gods, c'était une période hyper stressante pour Perez. Et du coup, il n'a pas été en mesure de finir de dessiner toute la série d'Infinity Gauntlet. Donc, à mi-chemin, il est obligé au numéro 4, en fait, il est obligé de quitter le projet. Et l'équipe éditoriale d'Infinity Gauntlet, du coup, décide de trouver un artiste de remplacement pour terminer la mini-série. Et c'est Ron Lim, donc, qui finit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils expliquent aussi qu'il y avait des petits soucis parce que Starling, il est aussi un petit peu dessinateur. Oui. Donc, Starling, il voyait une chose et Perez voyait une autre. Et c'est Perez, visiblement, qui avait le dernier mot. Mais, ouais, c'est plus ça a créé des tensions en plus, quoi. Ouais, il y a eu des petites tensions aussi. Et du coup, en raison des problèmes qu'il y a eu sur War of the Gods et sur Infinity Gauntlet, ça fait que Perez a commencé à avoir un peu mauvaise réputation. Donc, comme quoi, il pouvait pas terminer les projets comme prévu, qu'il n'arrivait pas à gérer les timelines. Ouais, lol. Du coup, il a travaillé avec des éditeurs indépendants, de comics indépendants, comme Malibu Comics. Il a dessiné Breakthrough et Ultra Force. Il a travaillé avec Techno Comics sur les iBot. Sauf que, évidemment, même s'il était bien payé, parce que voilà, ça restait George Perez, ça lui plaisait pas trop. Il le faisait pas en mode gros enthousiasme, c'est pas des persos qui l'intéressaient tellement. Et en 90, il revient sur les Avengers. Du coup, dans les 90, il a travaillé sur plusieurs projets, notamment l'adaptation comics de Jurassic Park pour Top Comics en 93. Il a travaillé chez Marvel sur différents titres, entre autres du Hulk Futur Imparfait, écrit par Peter David, un titre qui est assez connu. D'ailleurs, Peter David qui a dit que Perez était son collaborateur artistique préféré et l'un des 3 artistes dont l'art correspond le plus souvent au visuel qu'il a conçu lors de l'écriture d'un scénario de comics. Ce qui est plutôt cool, venant de Peter David en plus, qui est quand même un scénariste assez réputé. Et il revient chez DC Comics en octobre 96.
pour une autre incarnation des Teen Titans, du coup, dans Teen Titans Volume 2, avec Dan Jurgens et Perez comme encreur pour les 15 premiers numéros de la série, qui, elle, fait 24 numéros en tout. Et la série s'est terminée en septembre 98. Après, il est passé un peu partout, en fait. Il a fait du Silver Surfer. D'ailleurs, c'est lui qui a bossé sur le crossover Silver Surfer Superman en 96. Un gros truc. Il y a évidemment le JLA Avengers. Il y en a eu un aussi qui a pas été fini. Où il y a que les premières pages qui ont été publiées plus tard, d'ailleurs, dans The Collector's Edition. Mais il y en a un qui n'a jamais été fini, du coup, un autre crossover JLA Avengers. Après, il a bossé pour Gorilla Comics et CrossGen. Du coup, il a bossé sur des séries que la plupart connaissent pas, moi non plus. Il a fait un creator own qui s'appelle une série de science-fiction qui s'appelle Crimson Plague. Après, il est retourné chez DC. Du coup, bien plus tard, il a été invité pour DSL numéro 82. Il a aussi fait des couvertures pour eux. Il a bossé pas mal sur The Brave and the Bold. Il a travaillé sur Final Crisis, sur un tie-in en fait qui s'appelle Final Crisis Légion. Donc ça fait qu'il a été sur toutes les crises. C'est plutôt la classe. Il a travaillé avec Marv Wolfman sur l'adaptation cinématographique directe de Judas Contract, sorti en 2017. Il était coprésident de The Hero Initiative. Pour ceux qui connaissent pas, The Hero Initiative, c'est une association en fait qui s'occupe d'aider les créatifs du milieu de l'industrie du comics qui ont des soucis dans leur vie et donc de les aider financièrement ou comme ils peuvent. Donc c'est un truc qui est assez connu dans le milieu de l'industrie du comics. Et puis voilà, donc après, dans les années 2010, il y a eu une série Superman écrite par Perez. Petit à petit, il a commencé à se retirer. Il s'est vraiment retiré en 2019. Il a pas bossé avec Geoff Jones sur Superman aussi au milieu des années 2000? Alors... Tu sais, quand Geoff Jones était sur la Légion des super-héros du 31e siècle, je sais, il me semble que les dessins étaient signés George Perez en partie. Je me trompe peut-être. Alors attends, j'essaie de retrouver ça. Parce que dans le milieu des années 2010, je sais qu'il bossait sur sa propre série. Il bossait sur une série chez Boom. En plus, alors je sais pas, parce que début des années 2010, il s'était barré de Superman, justement parce que, encore une fois, l'éditorial à DC, ça l'a super saoulé. Parce qu'en fait, cette fois, c'était la version moderne de DC, et en fait, il n'arrivait pas à avoir des réponses sur le statu quo des personnages. Et genre, personne dans les éditeurs était capable de lui dire la situation exacte de Superman avec New 52, entre autres sur ses parents. Ok. Et du coup, ça l'a énervé. Donc, il s'est encore barré à cause de ça. Oui, donc c'est ça, ouais, il a bossé, c'est sur le tome 4 du coup. Alors l'arc c'était avec Superboy Prime. Ouais, c'était avec la Légion des super-héros, c'était du 31e siècle avec Superboy Prime. C'est ça, il était avec Geoff Jones au scénar. Tu sais, c'est le même run où tu avais aussi t'avais El Kubert au dessin. Ok. Et t'avais Gary Frank aussi. Ok, Gary Frank. Et t'avais au scénario aussi Richard Donner aussi. Au scénario sur le début de run avec Geoff Jones. Ça va. Donc gros run. Tu me donnes. Niveau nom, ça va quoi. Et du coup, ouais, c'est en janvier 2019 qu'il a annoncé donc qu'il prenait officiellement sa retraite en raison de problèmes de santé. Voilà, on en sait plus. On en sait plus maintenant. Et du coup, par contre, il continuait toujours à aller aux différentes conventions, même si par contre, il faisait plus que des dessins des portraits, des dessins de tête, plus des grandes commissions comme il pouvait le faire avant. Et voilà, jusqu'à ce qu'il nous quitte il n'y a pas longtemps, hélas, après avoir annoncé de toute façon publiquement sa maladie. Et donc voilà pour l'histoire de Monsieur Georges Perez. On vous situe une nouvelle fois par rapport à l'artiste. Qu'est-ce que vous en avez pensé tout au long de vos lectures, etc. Oz, on va commencer par toi, évidemment. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce créateur qui a révolutionné le monde du comics? Bah moi, j'ai tout aimé ce que j'ai lu de ce monsieur, vraiment. Là, j'en ai pas lu beaucoup. Hein. Bon, après, c'est des gros runs. T'as l'impression d'en avoir lu beaucoup, mais en fait, non, c'est juste que c'est des runs qui sont super longs. Donc, le Teen Titans, il m'a fait aimer des sidekicks dans les années 80. Et alors là, c'était franchement pas gagné, parce que j'ai toujours eu du mal avec les sidekicks. Surtout sur un truc des années 80, puis c'était encore les New Teen Titans de Perez et Wolfman, ça avait encore ce côté un peu ringard, tu sais, dans la narration, avec des phrases de contextualisation, des monologues. Il y avait ce côté un peu lourdingue dans la narration. Et puis le début du run est franchement pas. Excuse-moi, c'était pas encore des comics où
où tu avais plusieurs fois les explications en off. Ah bah si, c'est ça. Le mec, pour donner un coup de poing, c'était marqué dans un encadré jaune. Il expliquait qu'il donnait un coup de poing et le méchant expliquait qu'il allait se prendre un coup de poing, en fait, dans la même case. Voilà. Et du coup, voilà, il y avait ce côté très très lourdingue dans la narration. Et puis les premiers numéros, ça partait dans tous les sens. T'avais des personnages, t'avais de la Doom Patrol, t'avais des personnages cosmiques, tu comprends rien, c'est un bordel monstre, tu sais pas où ils vont. Et puis t'attends quelques numéros et là, tout se tasse. Ça redescend sur Terre au sens propre, hein. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller dans des dimensions cosmiques pour raconter des trucs tirés par les cheveux, on redescend sur Terre et là on développe les personnages petit à petit, et là ça devient passionnant, avec le fil rouge, avec plein de fils rouges, hein. Le Raven avec son père Trigon, le mariage entre Donna Troy et puis c'est Justin Long, je crois, je sais plus son nom, ce mec. Et voilà, t'avais plein de fils rouges et l'alchimie entre c'est des adolescents. C'est des adolescents et la façon d'appréhender leur pouvoir, parce que Cyborg, du coup, il gère pas ses pouvoirs comme Donna Troy, qui elle kiffe ses pouvoirs. Cyborg, lui, c'est le gamin, forcément, il a été modifié, il a jamais demandé, il voit ça plutôt comme une tragédie, comme Raven, elle voit ça comme une malédiction. Et donc, du coup, c'est vachement intéressant toutes les thématiques qu'il y a, qui touchent le monde des adolescents, une période qu'on a tous traversée avec les mêmes problématiques. Donc, franchement, ça rendait le run des New Teen Titans passionnant. Il m'a fait aimer des sidekicks. Donc, tu vois, j'aurais dû résumer en fait mon intervention à ça. C'était pas gagné. Il m'a fait plus qu'adorer Wonder Woman. C'est devenu Wonder Woman, c'est peut-être un de mes top 5 d'ici maintenant, grâce à ce monsieur. Voilà, parce qu'il m'a fait découvrir un univers passionnant. Pareil, c'était pas gagné, la mythologie grecque, franchement. Et puis au final, il m'a rendu ça, mais vraiment haletant et passionnant, c'est le mot. Donc, voilà, Crisis, incroyable. Crisis on Infinite Earths. Qu'est-ce que tu fais de mieux, quoi? Je veux dire, c'est en termes d'enjeu, tu peux pas faire au-dessus. C'est l'enjeu ultime. C'est pas la fin du monde, c'est la fin du multivers. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne survivra. À partir de là, faites vos jeux. Et ça, c'est génial. Non, toi, tu t'éclates. Tous les personnages d'ici qui doivent se battre pour leur survie. C'est même pas pour leur survie. C'est même pas pour continuer à vivre qu'ils doivent se battre. C'est pour laisser une trace d'eux dans l'histoire. Et ça, je trouve ça fort. Tu vois, c'est pour qu'on se souvienne d'eux. C'est même pas pour vivre, c'est pour qu'on se souvienne d'eux. Et ça, je trouve ça incroyable comme enjeu. Voilà, donc dessiné par Pérez. Non, moi, il m'a fait... J'ai adoré tout ce que j'ai lu de ce monsieur. Donc, un grand merci à lui. Grand merci pour m'avoir fait découvrir plus en avant le personnage de Wonder Woman, franchement. Voilà. Complètement. Melvin, sur ces beaux mots, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? En fait, là, c'est très compliqué de passer derrière Rose. Non, c'est vrai. Et puis, alors moi, j'en ai lu moins, parce que pour le coup, j'ai pas lu son run sur Wonder Woman. Moi, j'ai surtout lu Crisis et l'Infinity Gauntlet. Et je dois dire que ouais, je te rejoins totalement sur Crisis, parce que c'est vrai que c'est une gifle, c'est incroyable. En plus, j'ai lu Crisis quand j'avais commencé déjà à bien lire d'ici, donc tu te rends compte de l'impact que cette histoire a eu, parce que en fait, lui, il écrit des histoires qui ont des impacts encore maintenant. Et c'est ça qui est incroyable. Et surtout, en fait, ce comics, c'est pas rien, c'est mon premier comics VO que j'ai acheté. Tu vois? Et c'est vraiment, en plus, je venais de voir Infinity War quand je l'ai acheté, donc voilà. Ouais. Et quand tu lis ça, tu te dis non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois, c'est vraiment, il y a un impact, c'est touchant, il y a des morts, franchement, c'est incroyable. Et quand je l'ai lu, en fait, c'est un truc qui me fait, puisque j'ai toujours eu un peu de mal avec Marvel sur Spider-Man. Là, ça m'a donné un petit peu envie de lire du Doctor Strange, ça m'a donné envie de lire un peu plus sur Thanos. En fait, ça m'a vraiment donné envie d'explorer un peu plus l'univers Marvel et pas que Spider-Man, parce que moi, je rushais Spider-Man. Donc, tu veux dire que ce que tu avais dans les mains, c'est Infinity War, mais avec des morts? Ça peut être bien. Je veux dire, j'aime bien l'idée. En fait, qu'il se passe quelque chose, en fait. Le concept intéressant. Ouais. Mais non, mais le concept, en plus, c'est vachement bien. C'est que tu commences et ils se rappellent pas qu'il y avait du snap. En fait, il n'y a pas de oh là là, on les a perdus, qu'est-ce que c'est dur. Bah non, ils savent pas qu'ils ont existé parce qu'ils ont été effacés de l'existence. Ils sont pas effacés. Ils ont jamais existé. C'est un reboot. Tu vois. Et ils se battent pour en mode non, on les veut quand même, mais en fait, c'est pas forcément ce qui existait, tu vois. D'ailleurs, c'est le surfeur d'argent qui va voir Strange et qui tombe dans le truc de Strange, un peu comme Infinity War, tu sais. normalement, c'est le surfeur d'argent.
Voilà, t'as Adam Warlock, c'est vraiment une grosse histoire. Donc si vous l'avez pas lu, je pense que ça fait partie des must read chez Marvel. Et c'était scénarisé par qui ça du coup? Par Starling. Ah oui, créateur de Thanos quoi. Créateur de Thanos. Ouais. Le Thanos, c'est le. Vous savez, il y a Darkseid et il y a Thanos. Et Starling, c'est celui aussi qui a créé. C'est pas celui qui a scénarisé la mort de Jason Todd, du coup? Je suis en train de penser. Là. C'est Wolfman, Un deuil dans la famille. Et Starling, ça doit être justement celui dont on parlait, Lonely Place of Dying. Ouais, je crois. Ouais. Putain, les mecs sont partout, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est un grand homme. Alors disons qu'ils sont partout, pareil, il n'y a pas longtemps. Je me lis ce comics. Et dedans. Donc au début, tu as la première histoire des Avengers, mais après, tu as Ultron Unlimited. L'arc Ultron Unlimited. Et il y a un moment, j'en arrive à cette page. Et là, je me dis, non mais attends, c'est pas possible, c'est du Georges Pérez, ça, pour s'emmerder à ce point-là. Et j'y vérifie, bah, évidemment que c'était Georges Pérez. Je ne m'en ai même pas rendu compte au début. Mais ouais, non, Ultron Unlimited, qui est une des histoires vraiment cool des Avengers de l'époque, vraiment classe aussi, que j'ai beaucoup aimé. Avec vraiment, c'est l'équipe des Avengers, vraiment, je pense, même le MCU, tu vois, c'est vraiment de cette époque-là des Avengers qui sont pas mal inspirés dans la formation de l'équipe. Et non, mais Georges Pérez, voilà, qu'est-ce que tu veux dire, ça reste une légende. Enfin, comme je veux rien dire, c'est le mec qui devrait avoir une statue de toute façon pour ce qu'il a apporté, au monde des comics, très clairement. Et c'est le genre de personne où quand tu vois un dessin de lui dans un comic, justement, toi tu l'as reconnu tout de suite, t'as dit mais ça c'est du Pérez, tu vois. Grave. Il y a des gens comme ça avec Ross aussi où ils ont des styles tellement particuliers qu'en fait tu les reconnais tout de suite. Tu dis ça c'est du Lex Ross, ça c'est du du Pérez. Si t'as plus de 26 personnages par case, c'est forcément du Pérez, quoi. Je veux dire, personne d'autre ne s'y risque. Mais c'est ça. Je suis tombé sur la double page là. Mon cerveau dirait que ça fait. Il y a que Pérez pour s'emmerder comme ça. Et un truc qu'il aime bien faire, c'est qu'il te met plein de personnages, tu sais, à petite échelle. Et il y a un truc qu'il aime bien faire, c'est mettre 2 gros personnages en arrière-plan ou alors 2 gros visages, tu vois. Il avait fait ça notamment avec Blackfire et Starfire. Et il aime bien mettre 2 personnages en opposition et après toute une armée de persos. Ça, c'est son truc aussi. Là, tu as les gros et tu as les petits personnages en bas. Les gros et les petits. Non, mais parce que tu as Galactus et tout ça, et en bas, tu as Thanos. Et c'est vrai ce que tu dis, Oz. Il aime bien faire jouer avec les tailles, avec les plans aussi. J'ai pas fait gaffe, c'était des Célestes avec Galactus? Ouais. C'est marrant parce que j'ai relu les Fantastic Four de Hickman il y a pas longtemps. Et justement, t'as le moment où t'as Galactus contre les Célestes. Oh, fini. Et c'est tellement la classe, c'est le moment où t'as Franklin Richards, où t'as cette case avec Franklin Richards qui se met comme, c'est le Franklin Richards version adulte, qui vient du futur, et qui tend la main et qui dit « À moi, mon Galactus ». Et c'est lui, et en fait Galactus, c'est son Hérald à lui. Et c'est tellement que t'es là-dedans en mode « Waouh ». C'est pour ça que j'aime les comics. Entre autres. Oui. Mais voilà, non mais Georges Pérez, bien sûr, grand monument de... Puis on en parlait tout à l'heure, mais voilà, sur la mise en page, c'est vraiment sur des choses techniques, où il a apporté sur cette liberté, sur ce que tu peux faire en termes de mise en page, justement, pour jouer avec le médium. Découpage. Exactement. Ouais. Et puis de ce que vous avez dit, la réécriture ou même l'apport au lore, aussi bien d'ici que Marvel. Ah bah oui, c'est ça. Un artiste et un auteur. C'est ça. Donc pour moi qui n'ai pas encore su découvrir l'auteur, le dessinateur, là avec tout ce qui a été dit, ça me donne encore plus envie de ce qu'on avait parlé de Neil Adams. Donc voilà. Écoutez, sur ces bons mots pour donc Georges Pérez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça aura donné envie aux spectateurs de redécouvrir le créateur, voilà, qui a fait toutes ces belles œuvres. Et on en reparlera avec plaisir avec vous, surtout mes confrères du coup pour le moment. Au plaisir, comme tout. Déjà, ça fait plaisir de parler avec vous, comme d'hab, et puis surtout de Georges Pérez, quoi, je veux dire là. Clairement, franchement, j'étais content d'en lire et tout, c'est plaisir. Bah voilà, encore merci les petits gars, et puis bonne continuation, bonne fin de live à vous. Toi bien surtout, ouais, voilà. C'est ça. Ici. Ça marche. Allez, merci. Ciao les gars. Ciao. Ciao. Salut.